Salut les Vikings, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que on n'aborde pas tous les jours. On va parler de ce sujet parce que j'ai remarqué que c'est un défi, un gros défi pour tous les immigrants parce que c'est une nouvelle culture pour eux. Et après avoir immigré ici, la parentalité au Canada est une découverte pour nous. Donc, ce sera une vidéo en deux parties, sinon elle sera très très longue. Et pour ça, donc, je vais couper en deux. Donc, vous aurez la prochaine partie. Si vous avez vu la partie d'aujourd'hui, ne manquez pas la prochaine partie et allez, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Donc, dans cette première partie, je parlerai seulement des parents, des défis de la parentalité des enfants de 0 à 12 ans. Et dans la deuxième partie, on va parler des défis euh, de, liés aux enfants qui ont entre 12 et 20 ans. Donc, si tu seras dans l'un des cas, ce qui est sûr, et même si tu n'as pas encore d'enfant, ça va arriver. Donc, si ce n'est pas encore fait, ne manque surtout pas de t'abonner parce que ces défis sont réels et c'est le quotidien de beaucoup de parents. Il te faut te préparer pour faire face à la parentalité d'un âge ou à l'autre. C'est un peu ce que tu vas rencontrer, un peu ce qu'on n'ose pas dire. Parce que nous avons tous des rêves plein la tête pour nos enfants. On se dit, oh, ils auront une meilleure vie, ils auront plus d'opportunités, ils auront plus de chances qu'on a eu. On immigre en fait comme ça pour eux et croyez-moi, c'est le cas. Mais ce que personne ne dit, c'est que quand on dit ce pour eux là, c'est dans le vrai sens très très propre du terme. Parce qu'en Afrique, il y a les tantes, il y a les cousines, il y a les voisins. Des aides sont à la portée de main. Alors qu'ici au Canada, hmm, c'est une toute autre histoire. Donc aujourd'hui, on va plonger dans le début de l'aventure, depuis la grossesse jusqu'aux premières années de nos petits Canadiens. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup qui vont se reconnaître dans ça parce que, vous savez, ou des amis même qui ont vécu ça parce que c'est une aventure qui mérite qu'on s'y penche. Ce sera juste après le générique. Voilà, le générique est passé. J'espère que tu t'es déjà abonné si ce n'est pas encore le cas. Merci déjà d'être resté jusqu'ici pour écouter ça. Partage avec autour de toi parce qu'il y a des personnes que ça pourrait intéresser. Donc voilà, tout commence par la grossesse, hein, qui n'est pas des moindres. La grossesse et l'accouchement, ça se passe pas comme ici. On arrive avec nos idées de notre pays d'origine, nos traditions, nos familles qui s'impliquent à fond. Et là, c'est le système canadien qui vous accueille en mode bonjour ici, on fait comme ça et c'est tout. Puis, tu vois, tu passes ta grossesse. C'est vrai que l'encadrement de l'accouchement, c'est autre chose. Mais la grossesse, par exemple, on te dit, oh non, tu ne peux pas faire beaucoup d'échographie. Si tu as des problèmes entre 0 et 4 mois, on ne fait rien. Si l'enfant doit sortir, il sort. Et puis, tu es comme, quand tu penses que dans ton pays d'origine, on devait faire le cerclage, on devait tout faire pour sécuriser l'enfant. Ici, ce n'est pas le cas. Je le dis parce que ça, je l'ai vécu. Donc, et puis, c'est trop protocolaire. On te fait, le jour où on te fait l'échographie, on doit t'envoyer voir les résultats chez ton médecin. Donc, et puis, on nous encourage à être autonome. Donc, c'est un peu très compliqué, quoi. Voilà, vous allez devoir vous munir de Google qui sera votre ami parce que votre prochain rendez-vous, c'est dans 4 semaines. Donc, il y a vraiment trop de choses ici qui sont pas autorisées dans la salle. Il y a tellement de choses qui ne sont pas exactement comme ça se passe. Les réalités sont différentes. Même en Europe, c'est pas comme ça où on te dit non, tu peux pas facilement voir le médecin. Il faut prendre des rendez-vous, c'est espacé, c'est ceci, on t'appelle. Bref, c'est assez troublant. Donc, le cliché quand vous venez d'accoucher, parfois par césarienne, on vous dit, madame, votre chambre est prête. Vous devez partir demain parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va entrer. Tu es là, tu es encore toute fatiguée, tu t'es même pas encore remis de ton accouchement. On te pousse déjà vers la sortie. Tu te retrouves, ok, je vais partir à la maison. Il n'y a pas de tente. En Afrique, là, les tentes, ça va commencer à dérouler, dérouler. Sinon, ici, c'est pas. Tu es seul. Si tu n'as personne au Canada, tu vas te retrouver seul. C'est là qu'on comprend vraiment on vit pour les enfants.
Donc ça commence tout de suite la solitude, l'organisation, tu vois un peu la panique quand on entre à la maison et qu'on réalise qu'on est seul face au bébé. Les premiers jours, tu te demandes si tu vas survivre au manque de sommeil sans aide, le syndrome docteur Google. Dès qu'il y a un problème, tu pars Google, mon enfant. Heureusement que maintenant, il y a même ChatGPT qui est un peu plus spécifique parce qu'il fallait à notre époque là chercher sur Google comment ça va se faire. Je me souviens une fois, j'étais tellement malade, je venais d'accoucher, j'étais tellement fatiguée, je me suis endormie, l'enfant a pleuré. Pleurer. Quand je suis saute finalement avec la fatigue, je venais d'accoucher, je venais de rentrer, j'étais seule. Quand je me réveille finalement, je trouve que ma fille de 2 ans allait chercher le biberon. Elle est venue mettre dans le chauffe-biberon de l'enfant. Et quand je me levais, elle me dit que non, elle a déjà fait. Ça m'avait marqué. Et j'ai jamais oublié ça. Donc les réalités sont tellement compliquées. Ici, là, quand tu accouches et que tu es seule, vraiment, s'il y a moyen de ne pas faire ça, je te conseille pas. Donc, une fois le bébé est là, les premières années, c'est une autre partie de manche, quoi. Et là, on touche au point sensible que beaucoup de parents immigrants vivent en silence. La course aux ressources et au sacrifice, souvent invisible, notamment professionnel. Vous devez chercher la garderie. Ça, c'est le Graal. Parce que on va te dire liste d'attente infinie. Il faut attendre parce que pour avoir accès aux garderies subventionnées, c'est un peu compliqué. C'est pas un mythe, il y en a qui ont accès, mais la réalité est que la demande est tellement grande, donc c'est un peu compliqué d'avoir accès à une garderie, quoi. Et souvent, le prix, c'est carrément le montant d'un salaire. Donc, du coup, il y a beaucoup de parents qui vont se retrouver en train d'abandonner le travail pour s'occuper des enfants parce que dès qu'on a 2, 3 enfants, du coup, pour les carriéristes, ils vont se dire, je veux bien accoucher, mais je peux pas parce qu'il n'y a personne pour garder. Alors qu'au pays, c'est vite fait. Donc, tu accouches. Il y a une cousine, il y a tellement de personnes que tu as tellement d'aide que c'est plus facile, quoi. Donc, le retour au travail, par exemple, moi, j'avais démissionné après mon accouchement parce que c'était un peu trop compliqué. Donc, voilà un peu les réalités que nous avons souvent ici. Donc, souvent, on n'a pas le choix, on se retrouve en train d'abandonner le travail à cause des coûts souvent exorbitants ou alors ça ne donne pas, il y a pas on ne trouve pas de garderie. Donc, c'est un sacrifice très énorme qui est souvent non reconnu et qui impacte la carrière indépendante, la carrière de beaucoup de personnes et aussi les finances. Souvent, ça affecte également le moral parce qu'on le dit peu, on ne le dit même presque pas. Le moral est souvent très affecté. Donc, fini la polyvalence du travail, de la vie de famille, on devient à temps plein maman. Et pourtant, on n'était pas préparé à ça, à cette intensité, au manque de soutien formel. Donc, ici, là, si la grand-mère, là, ça va, si elle peut aider. Souvent, elle est là, elle ne peut pas aider. Donc, il y a tellement de réalités. Chacun a son expérience. Donc, c'est un peu ça qu'il est important de savoir. Donc, avant de venir avec un enfant, il faut bien se préparer et tout. Donc, ça demande une organisation souvent militaire, des compromis constants, se lever à une certaine heure, apporter rapidement l'enfant, même pour ceux qui parviennent à trouver la garderie, aller déposer l'enfant à la garderie et en priant qu'on n'appelle pas que l'enfant a eu un rhume. Parce que si on t'appelle que l'enfant a eu un rhume, il faut encore aller affronter ton boss et lui dire que bon, l'enfant a eu un rhume, je dois partir. Donc, c'est un peu la réalité, le moment où tu vas devoir donc laisser ton salaire pour aller rester, par exemple, prendre ton enfant et le ramener à la maison en espérant que son rhume ou sa toux ne mette pas long. Donc, voilà un peu, il y a tellement de trucs où on va t'appeler pour dire, ok, voilà telle chose qu'il faut, les réalités. Donc, c'est une course sans fin contre la montre. Et comme je dis, tu espères seulement que l'enfant n'est pas malade. Maintenant, il y a une autre partie qui est nouveau, mais qui commence à prendre de l'ampleur. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais je sais qu'il y en a qui ne savent pas parce que je l'ai dit souvent à certaines personnes. C'est l'identité de nos enfants, la liberté canadienne. Donc, comme on est au Canada, le Canada considère que l'enfant est libre. Donc, je suis sûre qu'il y a certains qui vont se grincer les dents parce que ça, c'est une discussion qui est très animée. L'identité de l'enfant au Canada, c'est l'enfant qui décide. Donc, étant donné que le Canada valorise l'individualité, la liberté de choix, la liberté d'expression de soi dès le plus jeune âge, et là, c'est une vraie claque culturelle pour nous, par exemple, d'où on vient des sociétés très traditionnelles, où les enfants sont plus encadrés par les traditions, par la famille. C'est le parent qui sait ce qui est bien pour l'enfant. Donc, l'enfant est le citoyen, un peu comme on dit du monde. Il peut choisir. Ici, là, non.
L'enfant peut choisir son chemin, son école, ses amis. Donc la société l'encourage vraiment très tôt à s'exprimer sur ses préférences, sur son genre, son identité. Le concept de non-binarité, c'est par exemple la fluidité des gens peut être totalement étranger à notre éducation. Je suis sûre qu'en Afrique, pour ceux qui sont là-bas, vous ne connaissez pas c'est quoi la binarité, non-binarité, fluidité, les queers, tout ce genre d'expressions. Donc, quand par exemple ton enfant de 6 ans va te dire, ok, je ne veux plus m'appeler Stella, je vais m'appeler ceci, cela, ce sera un peu. Donc, ici, là, il peut décider de son genre. Par exemple, il est né garçon et il peut dire non, je ne veux pas être un garçon, je suis en fait une fille. Et on considère qu'il est une fille et on le change. Donc, il prend des médicaments, il prend une médication pour se faire changer. Et toi, le parent, tu n'as rien à dire. Donc, l'enfant a le droit canadien, il peut se questionner, il peut questionner l'autoparentalité, l'autorité parentale. Il peut questionner. Donc, si il dit fais cette demande, pourquoi? Ça, c'est quelque chose que vous allez voir. Si vous venez d'arriver, ça va vous frustrer. Nous, là d'où on vient, on te dit c'est comme ça. Et puis tu écoutes, tu te tais, tu n'as rien à dire. Ici, c'est on discute. Si il dit fais ça, pourquoi je dois faire ça? Et il faut maintenant lui expliquer, argumenter, trouver le juste milieu entre l'autorité parentale et la liberté individuelle. Donc, c'est un numéro vraiment d'équilibriste permanent, la quête d'équilibre culturel. Comment en ce moment donc transmettre nos origines, nos valeurs d'origine, nos langues, nos traditions à nos enfants sans le leur imposer, sinon on va commencer à te dire que voilà, tu as maltraité l'enfant. Comment le faire pour que nos enfants soient fiers de leurs racines, pour qu'ils n'oublient pas leurs racines tout en restant pleinement canadiens. Donc le défi, c'est de bâtir le pont entre les deux mondes pour qu'ils ne se sentent pas tiraillés, qu'ils soient plus canadiens ou plus du pays d'origine, quoi. C'est là, et maintenant, après ça, il y a les activités parascolaires à côté. Dépendamment de ce que l'enfant veut faire, si c'est la natation, le soccer, le piano, le tennis, etc. Ça demande un engagement financier très important parce que ça coûte cher. Et aussi, ça demande d'y dédier son temps parce qu'il faut l'accompagner ou les accompagner dans leurs différentes activités après avoir fait 8 à 12 heures de travail. Donc, c'est vraiment demandant. Et le moment où ton enfant te corrige sur ton accent. Donc, il y a tellement ici, la parentalité, c'est un travail à temps plein. Donc, la difficulté, c'est de pouvoir dire, par exemple, à ton enfant, non, je ne peux pas te payer tel cours et ça commence sa frustration. Donc, voilà un peu les réalités auxquelles on va faire face quand on est parent au Canada. Être parent au Canada, c'est très bien, mais c'est vraiment, vraiment demandant. En Afrique, il y a des aides. Et il n'y a pas souvent la culture où tu vas donner par exemple une note à ton enfant, il te demande pourquoi, il te dit non, je ne vais pas. Moi, mon fils va constamment me dire pourquoi. Si tu dis va faire comme ça, tu dis pourquoi. Et tu ne peux pas imaginer en Afrique un enfant qui te dit, il demande faire ceci, il te dit pourquoi. Donc, on connaît ce qui va se passer. Mais ici, là, il va falloir lui expliquer que parce que je t'ai demandé de faire comme ceci, parce que c'est bien pour toi et tout, quoi. Donc, voilà un peu. C'est ça la parentalité au Canada. C'est une aventure belle, mais pleine de surprises, de rire par la reconnaissance de nos galères, de nos moments de doute, nos moments aussi incroyables. On rit, souvent on pleure, mais on finit par s'adapter. Et la meilleure nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul. Il y a des millions de parents immigrants qui vivent les mêmes choses. Si vous êtes reconnu dans ça et que vous avez souri ou peut-être que vos enfants vous ont fait certaines choses, laissez toujours en commentaire. Si vous connaissez absolument, c'est quelqu'un qui doit absolument voir cette vidéo, alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à la partager avec elle. Aider d'autres parents à se sentir moins seuls et à dédramatiser. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Laissez un petit pouce bleu et si vous avez aimé et surtout ne manquez pas les prochaines vidéos. Donc pour le petit rapport je vais revenir un peu sur un petit point. Si vous avez des difficultés en tant que parent, je ne l'ai pas mentionné, si vous avez des difficultés au niveau de votre parentalité, il y a des aides.
il y a des aides, des associations qui pourraient vous accompagner dans ça et vous aider avec vos petits. C'est aussi la belle chose ici, là, c'est que vous n'êtes vraiment pas seul. Outre le fait d'avoir des parents avec lesquels vous pouvez vous rencontrer, mais il y a des associations qui peuvent vous aider et vous accompagner si par exemple ça ne va pas avec l'enfant ou l'enfant ne comprend pas. Ne manquez pas la deuxième partie de cette vidéo qui va suivre juste après. Donc je la fais, je continue immédiatement.